Et salut tout le monde, je suis de retour. Est-ce que vous allez toujours bien depuis tout à l'heure? Est-ce que... Hop. On est bon, on est bon, on est bon. Est-ce que ça va toujours depuis tout à l'heure? Est-ce que vous êtes toujours là? Tu regardes quoi en ce moment, Mister? C'est top pour l'instant. Je finis Ted Lasso et je commence Silo. D'accord, je connais pas du tout, mais ça marche. On le voit pas. Coucou tout le monde! Bon voilà, vous avez pu voir un nouvel artiste. C'est lui qui me remplace pendant mes vacances. Et c'est lui qui présentera 100% Otaku. Ce que je vous propose, c'est notre ami Alomix, il m'a envoyé un lien. Et du coup, je vais vous le partager. Hop. Bah, je vérifie que le son est... Ouais, carrément, ça donne trop envie. Voilà pour la petite vidéo. Je vous enlève ça, on repasse en discussion. Voilà. Donc n'hésitez pas du coup, si cette vidéo vous a tenté, la campagne est toujours en cours sur Ulule. Vous avez le lien dans le chat qui passe de temps toutes les 5 minutes à peu près. Vous avez un nouveau lien. Donc vous avez le lien de la cagnotte Ulule qui va repasser plusieurs fois durant la soirée. Du coup, si cette petite vidéo de présentation vous a plu, n'hésitez pas. Ouais. En fait, le truc, c'est que à fur et à mesure du manga, on voit une réelle évolution du style de l'auteur. Justement, on va en parler. On va en parler avec lui. On voit vraiment que déjà, rien qu'entre le tome 1 et le tome 2, il y a une évolution monstrueuse. Et du coup, on va en parler justement ce soir. J'ai prévu une petite question avec lui. Ah ben oui, je pense. Justement, lui-même, quand du coup on discutait sur Insta, m'en a parlé. M'a dit qu'il avait énormément évolué sur tout ça et même sur son scénario. Et coucou Azuriel, comment ça va?
Écoutez, je vais remettre la petite musique. Bah écoutez, je pense que il est là, donc je vois avec lui si on peut démarrer l'interview. Tac. Moi je place, j'avais déjà prévu tout mon petit truc. Je finis de m'organiser. Du coup, vraiment, si vous avez des questions, pensez à vous les noter. C'est le moment ou jamais, hein, de toute façon. Hein. Là, on a la chance de l'avoir avec nous, donc il faut en profiter. Allez. Bon, vous allez l'entendre. On va démarrer l'interview. Je finis de préparer ça, et voilà. Ah mince, bon bah j'espère que ça va aller. Hop. Et super. Et bonsoir, bonsoir. Et bonsoir. Moi, ma caméra est en train de charger. Je pense que c'est parce qu'elle était sur le live. Ah, c'est possible, c'est possible. Donc comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Très bien, merci, très très bien. En tout cas, je suis ravi de te recevoir dans l'émission, du coup, sur la chaîne. C'est vraiment top. Ah bah, ça fait vraiment très plaisir, je te remercie. Je te remercie de ce que tu fais dernièrement, de parler de AZ Project et de me recevoir ce soir. Ouais, bah, donc encore merci. Super. Bah merci à toi, parce que tu as aussi fait de la pub du coup pour ce soir, donc c'est au top. Ah bah toujours, hein, toujours. J'essaie d'être plus sur les réseaux. C'est vrai que on est sur une période, on va dire technologique où les réseaux sont mis à profit, donc il faut vraiment en profiter, quoi. Bah ouais, c'est clair. Bah écoute, est-ce que t'es prêt pour l'interview? Ah oui, mais pas de souci. Ah voilà, la caméra. Ah oui, mais pas de problème, je suis partant, je suis chaud. Bah écoute, déjà, premièrement, est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Rémi Chénu, j'ai 31 ans. Alors, je suis mangaka par vocation. Je pense que de toute façon, tous les mangaka le sont en partie. Donc, je suis dessinateur et scénariste. Donc, designer et tout le tralala. En vrai, vraiment, je fais absolument tout. Et ça fait depuis l'âge de 12 ans, en fait, que je dessine. Donc, à peu près. L'âge de 12 ans, ouais. Donc, ça en fait du temps, quand même. Ouais, c'est sûr, ouais. Du coup, tu disais que tu étais scénariste. Tu as scénarisé d'autres œuvres, du coup, qu'AZ Project? Non. Je me suis vraiment concentré full AZ Project. On va dire que c'est mon premier vrai gros challenge en termes de manga. J'ai eu cette chance-là. Avant ça, en fait, j'étais plus dans des petites fanfictions. D'accord. Sur jeuxvideo.com ou sur même des fanfictions sur Assassin's Creed, ou alors je faisais des petits bouquins dans mon coin qui étaient vraiment corrigés par des profs de français à l'époque de collège, lycée, tout ça. Ah oui, donc ça remonte. Ouais, voilà, c'est ça. Et on m'a toujours dit que j'avais quelque chose, donc en fait, j'ai profité de cette chose-là pour écrire mon manga, en fait, tout simplement. D'accord. Du coup, t'es autodidacte de ce que je comprends? Ou est-ce que tu as fait des études d'art quand même? Non, je suis autodidacte. C'est vraiment, j'ai appris sur le tas à l'ancienne, un peu à la old school, c'est-à-dire qu'à l'époque, à l'âge de 12 ans, c'est vrai qu'on n'avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Donc on devait faire avec les moyens du bord, les épisodes qu'on voyait, l'inspiration, et puis des fois on pouvait trouver des petits bouquins de dessins manga dans les rubriques de livres, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai appris sur le tas. Mais sinon, j'ai pas fait d'école d'art ou quoi, j'ai fait vraiment comme tout le monde, en fait, collège, lycée, CAP, tout ça, et ensuite, j'ai débouché sur des petits travails par-ci, par-là, jusqu'à arriver à, depuis 2 ans maintenant, presque, là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà. Ah, c'est super.
Du coup, à quel moment t'as pu avoir ce déclic du coup de te dire je veux devenir mangaka? Est-ce que c'est vraiment venu du collège justement ou avant ou même plus tard? Alors au départ, j'étais plus sur une base en fait de dessiner par passion et surtout pour me sortir plein de choses de la tête, tout ça. C'était un peu une sorte d'échappatoire de mon point de vue à l'époque. Ensuite, c'est devenu quelque chose de très hebdomadaire, quelque chose que je faisais tous les jours. Et à force, c'est devenu une réelle passion. Et pendant une période, j'ai vraiment oublié le dessin, j'ai arrêté de me focaliser sur le manga, mais plus vraiment sur la vie active, pardon, le côté social et tout. Mais à chaque fois, en fait, le dessin, le manga, c'est quelque chose qui revenait concrètement dans ma vie au bout de quelques mois, de quelques années. Et un jour, je me suis dit, en fait, ça fait que revenir, donc je fonce dedans maintenant, c'est bon, je vais arrêter de chercher à gauche, à droite, c'est quelque chose qui revient comme si ça m'appelait en fait, donc je me suis dit, au bout d'un moment, je vais me donner à fond là-dedans, et puis on verra ce que ça peut donner, quoi. Ouais, tu t'es dit c'est vraiment ça ta vocation, quoi. Ouais, c'est ça, je suis parti vraiment sur cette base-là en me disant, ça revient, bon ben vas-y, on fonce dans le mur peut-être, mais autant tenter, qui ne tente rien à rien, donc autant se donner les moyens de réussir si jamais ça donne quelque chose, quoi, ouais. Du coup, je me posais la question quand même, pourquoi du coup vraiment avoir choisi le manga plutôt que la BD? Parce que du coup c'est vraiment le dessin à la base qui t'a plu, mais du coup c'est quoi, une sensibilité plus pour le manga, des influences peut-être? J'ai beaucoup grandi en fait avec plus le manga que la BD. C'est-à-dire que déjà moi j'ai, comme tout le monde, comme beaucoup de notre génération, j'ai connu forcément le Club Dorothée. J'ai connu pas beaucoup de manga lecture à la base, mais c'est vrai que les animes ont quelque chose de plus que la BD à mes yeux. Et puis en plus avec le studio Ghibli qui à l'époque faisait des animations de génie comme le Princesse Mononoke, le Voyage de Chihiro, le Château ambulant, Kiki la petite sorcière, le Royaume des chats, enfin il y a vraiment tout, quoi. Ça me portait en fait, ça me berçait d'inspiration et j'ai toujours adoré en fait imaginer beaucoup de choses. J'ai choisi le médium du manga pour créer en fait quelque chose et en fait justement c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'il y avait cette sensibilité en fait entre les personnages qui était beaucoup plus intéressante à proposer que pouvait en fait vraiment l'être une BD en fait à la Tintin par exemple. Évidemment on sort de cet aspect comics parce que les comics c'est aussi autant développé, mais c'est vrai que à l'époque c'était beaucoup des BD style Spirou, Tintin, tout ça, et moi c'était pas du tout mon dada, quoi. Il y avait aussi les Kid Paddle, les Titeuf, mais ça c'était plus basé sur l'humour et non sur le réel développement de personnages. Donc en fait c'est pour ça que je suis vraiment parti sur du manga parce que je voulais vraiment écrire des personnages hauts en couleur et les faire vivre d'une certaine manière, quoi. Je vois tout à fait. Du coup, je suppose que forcément tu as un manga ou même un mangaka dont tu es fan en tout cas. Du coup, si t'en as un en particulier, ce serait lequel Alors en fait je suis un peu fan de toutes les œuvres que j'ai pu voir, lire ou regarder, en fait. J'ai pas de mangaka précis, mais chaque mangaka m'a appris quelque chose. Par exemple, j'ai appris d'Isayama que le fait est d'évoluer, que ce soit en termes techniques, dessin ou autre, c'était possible. Et ça m'a vraiment fait sortir de mes gonds. En fait, c'est vraiment l'une des inspirations premières qui sort dernièrement. Toriyama m'a montré qu'on pouvait moderniser le manga à sa sauce, d'une certaine façon. Naruto, à avoir ce suivi, en fait, quand on parle de Kishimoto, on peut avoir ce suivi. Même son frère, même le frère de Masashi Kishimoto, donc Seishi Kishimoto, qui est son frère jumeau, m'a appris, en fait, que même si on est dans l'ombre, en fait, d'un mangaka, on peut quand même réussir. Donc, en fait, chaque mangaka, avec son expérience, m'a appris quelque chose. Et donc, j'ai pas réellement de mangaka, que je vais citer en fait en disant que celui-ci est dans mon top 3, celui-ci. Pour moi, ils ont tous quelque chose à apporter parce qu'ils ont tous une expérience très différente en fait. Ouais, ils t'ont tous apporté vraiment quelque chose de bien distinct. C'est ça, voilà. Du coup, justement, tu parlais d'Isayama que justement on pouvait évoluer tout le temps en dessin au niveau de son œuvre. Toi, on a vu qu'entre ton tome 1 et ton tome 2, du coup, il y avait quand même eu une sacrée évolution. Du coup, d'où vient cette évolution? Qu'est-ce qui a changé En fait, c'est vraiment un très gros... Alors, les gens ont tendance à pas comprendre qu'en coulisses, faire un manga, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est pas simplement dessiner, ou juste scénariser, ou faire des onomatopées. C'est un tout. Il y a la culture, il y a tout un principe, en fait. Et en fait, le premier tome était sur une base, parce que je l'ai fait sur le tas. En fait, on m'a proposé de travailler sur un manga, et j'ai accepté, donc
Je dis ah oui, bon carrément, vas-y, je fonce, y a pas de problème. Et en fait, le truc c'est que le style graphique ne s'apprend pas et ne se développe pas du jour au lendemain. Et le temps de trouver mon style graphique, qui était donc avec lequel j'avais une affinité, mon propre style graphique, mais qui parlait aussi aux gens, ça a pris énormément de temps à le trouver. Et pendant la création du premier tome, j'avais pas toute la technique qu'on peut avoir en création de manga. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris sur le tas à créer mes pages, mes storyboards, les onomatopées, la culture en elle-même. Et sur le premier tome, il y avait vraiment cette base en fait où j'ai construit mon univers en fait. J'ai profité du premier tome pour construire mon univers, mes personnages et essayer de voilà. Je savais que le dessin faisait défaut parce que forcément quand on voit le deuxième tome, je le sais, même moi je le sais. C'est sûr qu'il y a une différence de fou, mais c'est sûr que en fait j'ai beaucoup bossé sur l'univers dans mon premier tome parce que je savais que le dessin faisait défaut. Et donc moi qui suis très perfectionniste, je voulais apporter vraiment cette petite chose en plus pour compléter. Et je me disais que Isayama d'ailleurs, pour dire ça, Isayama a prouvé que on pouvait réussir sans avoir des dessins extraordinaires si on avait une bonne base de scénario et un univers qui rendait les gens curieux et intéressés. Et donc je me suis beaucoup basé sur cette création là pour construire mon univers avant toute chose. Et donc c'est pour ça que le premier tome a un peu de retard comparé à ce que je peux faire aujourd'hui. Et si j'ai autant décollé, c'est parce que justement avec le premier tome j'ai découvert mon style. Alors qu'avec le deuxième tome, je le peaufine. C'est vraiment deux choses qui sont très très différentes en fait, mais c'est sûr que là il y a une très très grosse différence. Mais le truc aussi, c'est que les gens vont s'en rendre compte, c'est que c'est pas parce qu'il y a une très grosse différence entre le premier tome et le deuxième tome qu'il n'y a pas une différence assez importante dans juste le premier tome en fait. Il suffit de regarder en fait les premières pages et de regarder les dernières pages du tome en fait, par exemple, et on verra déjà l'évolution technique et du dessin. D'accord. Ah, des trucs dans ce genre-là, ouais. En tout cas, bravo parce que on voit de nets progrès, en tout cas, de nette évolution et bravo à toi en tout cas pour ton deuxième tome. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à encore d'autres évolutions pour le tome 3, bien sûr, j'imagine? Oui. Ah oui, je le confirme à 200%, c'est sûr et certain. Je suis pas quelqu'un qui reste basé sur des acquis, aucunement d'ailleurs. Je me dis que jusqu'à que ce soit fini, jusqu'à que mon œuvre soit terminée, si un jour je peux arriver jusqu'à là, en fait, il y aura toujours une marge de progression. Surtout que j'ai un côté très psychologique dans mon œuvre, c'est que au départ on voit mes personnages, mes protagonistes assez jeunes, c'est-à-dire qu'on les voit, ils ont 18 ans à peu près, et on voit qu'on passe très vite en fait du premier tome au deuxième tome, ils ont déjà la vingtaine, 22 ans à peu près, 4 ans plus tard, donc on voit déjà que ça devient un peu plus sombre, que c'est un peu plus dans des tons, des ambiances un peu plus terre à terre, tout ça. Et je veux évoluer dans un style qui deviendra en fait avec l'évolution et l'âge des personnages un seinen. C'est-à-dire qu'on partirait sur un manga qui commencerait avec des bases de shonen, tout gentil, tout mignon, et en fait plus les personnages vont grandir, tout comme la vie réelle en fait, et plus les personnages vont apprendre à voir des nouvelles choses, des choses un peu plus dures de la vie, de la réalité. Et donc voilà, je construis vraiment mon manga sur cet aspect-là. En fait, on part d'une certaine évolution, mais le style va rester le même, mais va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, je peux pas rester sur une base acquise. Donc voilà. D'accord, donc on se dirige vraiment vers un shonen qui va évoluer sur du seinen, donc. C'est ça. Pas mal, franchement, ça donne envie en tout cas. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, pour construire un peu ton univers, est-ce que tu t'es inspiré de certaines œuvres, peut-être des influences en tout cas, peut-être même au niveau des armes, de la culture qui est dans ton œuvre, je sais pas. Ouf, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors pour la création de l'univers avec les cartographies, parce que j'ai cartographié mon continent, j'ai tout cartographié de village de pêche jusqu'au lac, aux villes, aux routes commerciales, j'ai tout cartographié. En fait, je me suis basé, alors pour le continent d'Istar, je me suis beaucoup basé sur les œuvres de Tolkien, sur sa manière de créer son univers, sur ses bases, comment fonder un univers, un continent ou même des bases. Il fallait quelque chose dans ce sens-là et pas juste un copier-coller, il me fallait quelque chose de nouveau, une nouvelle base avant de partir sur quelque chose. Et ensuite, à partir de ça, j'ai fondé la chronologie, par exemple. Donc déjà, du côté en fait de la création de l'univers de base, je me base beaucoup sur l'univers de Tolkien et sa façon de faire. Pour tout ce qui est en fait vraiment de l'aspect culturel,
Donc pour l'instant, au niveau des royaumes ou quoi, je me suis beaucoup basé par exemple sur des œuvres telles que Harry Potter, Star Wars, même The Witcher, parce que le côté libérateur fait penser un petit peu à Sorcerer, donc on vient un petit peu de cet aspect-là. Le temple Jinja, qui est l'ordre d'Azel aussi, tout ça, pareil, c'est des choses, l'ordre d'Azel, l'ordre Jedi, enfin, il y a des petites choses que j'aime bien mettre en fait dans mon univers, créer, mettre en place tout ça, parce que c'est des choses qui m'ont beaucoup bercé en fait durant toute ma jeunesse, qui m'ont beaucoup inspiré. On peut retrouver beaucoup de Ghibli aussi. Alors, je peux montrer quelque chose ou Bien sûr, avec plaisir. pour étayer. Donc, alors je vais montrer. Ah voilà. Alors par exemple, donc je voulais montrer. Donc là, on est sur une base. Parce que vu que j'ai le premier tome avec moi pour montrer un petit peu ce que je veux dire. Donc là, par exemple, voilà, c'est une des premières pages du deuxième chapitre. Voilà, on est vraiment sur une base comme ça. Là, ça va montrer l'évolution un petit peu qu'il y a dans ce tome-là. Et en même temps, ça va montrer ce que je veux dire par le studio Ghibli, parce que ce personnage-là va un petit peu parler, en fait, aux connaisseurs. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Ah. Yes, je... Voilà. Alors ce personnage-là n'est pas ce personnage-là, je l'ai basé sur le studio Ghibli dans un sens parce qu'il fait penser un petit peu à Navet. Navet du château ambulant, si je dis pas de bêtises, qui est un personnage que j'adore vraiment, qui est très 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 loufoque, tout ça, et qui parle pas, on voit souvent, mais qui parle pas forcément parce que c'est un épouvantail. Et donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans mon univers qui ont formé tout ça en fait. Et c'est vrai qu'en termes de culture, il y a beaucoup de mangas aussi, il y a du Bleach, il y a le style graphique, par exemple là on peut dire, alors j'ai créé mes propres brushes, j'ai créé tout ce que vous voyez, c'est moi qui ai créé tout de A à Z, mais sur la couverture du tome 1, on a ce côté flamme un petit peu, qui fait un peu penser à du Demon Slayer justement. Il y en a certains justement, juste avant j'ai fait une petite présentation, qui m'ont dit que ça faisait beaucoup penser à Demon Slayer, effectivement. Ouais, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent de beaucoup de mangas différents en fait, et c'est pas genre du plagiat ou de je m'approprie quelque chose pour servir mon scénario, c'est vraiment que ça a une cohérence et une logique dans mon scénario, c'est-à-dire que je l'introduis pas d'une manière bien sûr. Voilà, inutile ou dire voilà je copie juste pour copier, c'est vraiment je prends quelque chose en me disant, et même pas en me disant c'est super stylé, je me dis ça, je vais le faire comme ça parce que ça aura une logique en fait. Donc toutes les petites touches en fait culturelles ou appropriation, on va dire, approbation, je sais pas comment on peut dire ça, viennent en fait de tout et rien à la fois en fait. C'est ça qui fait la beauté de la chose, je pense. Oui, c'est clair. En tout cas, je peux te dire qu'il y a énormément de compliments sur les dessins et sur les personnages. Ils ont trouvé qu'il était très mignon d'ailleurs, le professeur Michi. Ah, mais ça c'est... Alors, petite anecdote par rapport à ça, c'est une mascotte que je travaille depuis l'âge de 14 ans. D'accord, ah oui. C'est une mascotte que je travaille depuis l'âge de 14 ans et j'ai eu beaucoup de designs différents. Et en fait, je voulais absolument une petite touche parce que, comme j'ai dit, mon travail doit devenir un petit peu un seinen, donc un monde assez mature, tout ça. Mais je voulais garder cette petite touche d'innocence, en fait, cette petite touche de gentillesse, de pureté un petit peu. Ouais, de pureté en fait, en lien avec les personnages et tout. Et je voulais absolument créer quelque chose qui fasse penser à ça, à l'instar d'un Pikachu dans Pokémon par exemple. Oui. Et donc ouais. Et en fait, donc voilà, ça c'est la petite anecdote. Et en fait, ouais, le professeur Michi, ça a été un entre-deux. En fait, je savais pas trop si j'allais le faire, ce chapitre explicatif. Mais j'ai su faire la différence entre le scénario et introduire l'univers. Là où il y en a pas beaucoup qui font la différence, mais par exemple, moi je pars du principe, de toute façon tout est psychologique, un enfant qui naît dans ce monde-là tel que le nôtre, à 13 ans, il sait comment fonctionne une voiture, il sait tout ça, il connaît tout plein de choses de la société, on lui a pas forcément appris, il l'a découvert par lui-même. Ben, je pars de ce même principe dans mon univers, c'est-à-dire que mes personnages vont pas dire à haute voix en fait, alors oui je fais partie de l'ordre d'Azel, donc voilà, à un personnage qui sait déjà ce qu'est l'ordre d'Azel. Donc je devais introduire ça en fait au lecteur avant d'introduire quelque chose de plus logique en fait, et que ça prenne de la découpe de pages pour rien en fait, par exemple des trucs comme ça. Donc voilà. En tout cas, il était très intéressant du coup ce chapitre explicatif et je peux te dire que du coup ça a été très bien accueilli par ceux qui étaient sur le live. Ils ont trouvé ça super intéressant, justement un petit chapitre vraiment pour expliquer les choses, pour poser l'histoire en fait.
Ah bah ça fait super plaisir. C'est vrai que c'est très entre deux. Il y en a qui adorent et il y en a beaucoup qui aiment pas. C'est un entre deux. Hein. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est vrai qu'il y en a qui préfèrent découvrir vraiment le scénario et l'univers comme ça. Mais justement, les gens ont encore rien vu de l'univers. On s'est même pas encore attardé dans le royaume complet qu'Eridia et les gens ils pensent qu'ils savent déjà tout, mais non en fait. C'est même pas, j'ai même pas effleuré 0,2% de l'univers là. C'est. Ouais, donc il y a encore des folies qui vont arriver quoi. Ah oui, carrément. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Si je peux arriver jusqu'à la fin, il y a vraiment beaucoup de choses. Bah, je te le souhaite en tout cas. Ah mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, en quelques mots, si tu devais décrire ton œuvre, tu la décrirais comment ? Fantastique. Rêveuse aussi un peu quand même, une œuvre assez rêveuse tout ça, et psychologique. D'accord. Et je dirais très gris aussi, très gris. Il n'y a pas de nuance de blanc ou de noir, tout est très gris dans mon œuvre. Par exemple, les méchants ne sont pas vraiment méchants. Ils ont juste une vision des choses qui leur est propre, mais surtout dans ce deuxième tome, on pourrait le voir justement, qui sont assez gris. Parce qu'on peut s'attacher à ces gens-là, donc c'est pour ça que je parlais vraiment d'une évolution en termes de scénario quand je t'ai écrit tout à l'heure. C'est qu'il y a vraiment des grosses différences. Je pense que ça va être très intéressant à lire en tout cas. Tu nous donnes envie. Ah ben j'espère. Ouais, ça donne envie aussi de le sortir. Hein. J'ai très hâte. J'espère vraiment qu'il sortira à un moment donné. Bon, je pense. Est-ce que tu te verrais vivre dans l'univers du coup que tu as créé ? Non, je me verrais pas vivre dans mon univers. Alors oui, pour le côté un peu rêveur, mais vu ce que je compte faire, non. Non, trop risqué. Trop risqué, oui, ouais, trop risqué. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais quand même à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le manga ? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner ? Ouais, j'en ai quelques-uns. Ouais, je lui dirais de bien faire attention aux tournures des phrases. Parce que des fois elles peuvent être à double sens, et surtout de bien regarder les dessins, parce que je suis très perfectionniste dans ma manière d'être, et je pars du principe où chaque détail a son importance. Ce qui fait qu'un tout petit détail peut cacher un très gros détail pour la suite. Voilà. D'accord, très bien. On va passer à la petite FAQ du public, si ça te convient. Ouais, bien du sûr, coup, j'invite le chat à poser ses questions. Je sais que j'ai Alomix qui a demandé qu'est-ce que tu as fait sur, il disait jeuxvideo.com, parce que tout à l'heure tu disais que tu avais fait des petites... sur Assassin's Creed, alors je sais plus lequel forum, je crois que c'était Black Flag, j'avais fait une fanfiction, parce qu'à l'époque je participais beaucoup à certains forums, donc ouais, sur le forum de Assassin's Creed sur jeuxvideo.com, j'ai fait quelques fanfictions sous le nom de Elder Gear 84. D'accord, très bien. Okami no Asashin. Les visages ressemblent au style de visage de Bleach. Il y a une inspiration ou pas ? Oui, bien sûr qu'il y a une inspiration, mais je pense en même temps le trait du manga, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui m'ont dit que le style graphique ça faisait un peu Naruto, d'autres qui m'ont dit que ça faisait DBZ, d'autres qui m'ont dit que ça faisait JoJo, d'autres qui m'ont dit que ça faisait Demon Slayer, d'autres qui m'ont dit que ça faisait SNK, et j'en finis plus. Ça dépend les gens, les influences. Mais ça, ouais, par exemple, c'est exactement ça. Mais c'est un truc que je prends pas du tout mal, parce que en fait, c'est normal. C'est complètement normal, parce que le manga est un genre. Le manga est un genre où beaucoup de traits vont avoir des ressemblances d'une œuvre à une autre. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui vont avoir des traits, par exemple à la Bleach, d'autres qui vont l'avoir à la Naruto, d'autres qui vont l'avoir même à My Hero Academia, par exemple. Ça dépend des personnages et de leur design, en fait, de comment je les vois. Mais ouais, c'est vrai que ça peut donner cette impression-là, bien sûr. Ozuli, depuis quand travailles-tu sur cet univers, du coup, et les personnages et les anecdotes qui sont en lien avec ? Alors là, c'est vraiment, je vais être un peu cru, mais c'est un foutoir pas possible. Alors, certains aspects, pour répondre, certains aspects de l'œuvre, je les travaille depuis très très longtemps. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, le Michi, la race des Michi, qui signifie mignon d'ailleurs en japonais. La race des Michi, donc, je la travaille depuis
depuis l'âge de 14 ans. Saji, donc qui est l'un pour l'instant des personnages principaux qu'on verra dans ce premier arc, beaucoup mis en avant. Ça fait depuis pareil à peu près depuis l'âge de 15-16 ans que je le travaille. Il est passé par beaucoup de styles différents. Par contre, tout le reste, hein, quasiment, j'ai commencé à le bosser depuis 3 ans, mais j'ai commencé à bosser vraiment sur l'univers et sur les personnages et le scénario depuis environ 2 ans. D'accord. Donc au tout début du premier tome, quoi. D'accord, très bien. Mister demande si tu veux transmettre des valeurs ou des idées à travers ton œuvre. Oui. Oui, bien sûr, c'est une des choses. Alors moi, j'ai 2 jeunes frères, je suis le frère aîné. Et en fait, bah, forcément, dans ma vie de tous les jours, dans mon expérience de vie, bah, j'ai beaucoup été très proche de mes frères et je le suis encore beaucoup aujourd'hui. Et la fraternité, c'est l'une des choses que je veux beaucoup mettre en avant dans mon œuvre. Le fait est qu'une personne soit là pour telle personne ou quoi. Je parle pas forcément de groupe de soutien, de communauté ou ce genre de choses, Non. mais je parle vraiment d'une personne à une autre, le sens, le lien qu'elles peuvent avoir, peu importe les personnages, le côté fraternel entre 2 personnages est quelque chose qui sera beaucoup mis en avant en fait dans mon œuvre, je pense. Le premier tome, on en parle vite fait avec le lien entre Aiko et Saji justement qui se disputent un peu comme des frères, qui se soutiennent un peu comme des frères. Et dans le deuxième tome, il y aura un développement beaucoup plus important entre beaucoup plus de personnages d'ailleurs, qui fera écho en fait à ce sens moral de la fraternité. D'accord. Eldandil Wood demande si tu bosses sur papier ou si t'es plutôt numérique. Alors j'ai travaillé sur papier pendant très longtemps, et il y a 4-5 ans, j'ai commencé à avoir ma première tablette graphique. C'était une tablette sans écran. Et le passage du dessin au papier, en fait, sur tablette graphique a été très très brut, parce que c'est très compliqué, la différence, la pointe de stylet, tout ça, c'est très compliqué à prendre en main, malgré l'habitude du dessin. Mais aujourd'hui, pour le côté graphique, le côté vraiment pointilleux, parce que moi je suis très très pointilleux et j'évite faire des ratures ou faire des choses très très éloignées qui ont de l'importance. Je travaille sur tablette graphique aujourd'hui pour ce côté-là un petit peu. C'est-à-dire c'est vraiment cette qualité d'image, ce côté vraiment très perfectionniste de l'œuvre. Ouais, mais plus net du coup. C'est ça. Kikujiro, donc il demande le manga, quand est-ce qu'il sera disponible à la vente. Je suppose que si la cagnotte est ok, en fait ce sera du coup à la fin du mois, c'est ça à peu près, qui serait en vente si la cagnotte est complète. Est-ce que tu le sais ou pas? Il faudra attendre. En fait, dès que la cagnotte est complète, il y aura le bon à tirer pour les impressions. Donc il faudra que je valide tout ça. Faudra voir aussi, je pense, si la cagnotte elle est complète, ça serait bon sûrement pour d'ici peut-être, si je dis pas de bêtises, septembre, octobre, pour que tout le monde soit bien, tout ça, etc., que les impressions soient bien et tout. Je pense d'ici septembre, octobre, par là, ouais. D'accord, oui, donc du coup, si aujourd'hui, si vous investissez du coup dans la cagnotte Ulule, vous pouvez espérer avoir votre manga d'ici septembre, octobre, à peu près. D'accord. Ouais, c'est ça, voilà, par là. Super. On essaie de sortir pour les fêtes, moi j'adore Halloween, donc je voulais vraiment le sortir pour cette période-là ou un petit peu avant la saison d'automne. Et puis voilà, la version nécromantique en parle un peu, parce que la version limitée du bouquin du tome 2, le côté nécromancien, tout ça, c'est vraiment fait dans ce sens-là aussi, et j'ai adoré la faire d'ailleurs, donc c'est vraiment pour ça, ouais. Elle est vraiment très sympa de ce que j'ai vu. Ah, merci. Du coup, encore Kikujiro qui demande où est-ce qu'on peut te suivre si on veut te suivre. Alors on peut me suivre un peu partout en fait, alors sauf sur Twitter parce que j'ai encore du mal avec le réseau, j'ai un peu peur de Twitter, mais on peut me suivre sur TikTok sous le nom de Mishiki Manga, sur Instagram, alors si je dis pas de bêtises pareil, je crois que c'est Mishiki Manga, je crois sur Instagram. J'ai tes liens normalement qui sont diffusés dans mon chat sur ça. Ah c'est super gentil. Et sur Facebook aussi, on peut me suivre. Sur Facebook, je fais beaucoup de partages. Il y a une exclusivité, c'est-à-dire que par mois, tous les mois, à peu près, en fait, en stories, je postais une page en exclusivité pour ceux qui me suivent de très près sur Facebook. D'accord. Je suis très actif sur Facebook, ouais. Sur TikTok et Instagram, un peu moins, mais sur Facebook, en tout cas, via les groupes ou juste mon profil, je suis très actif.
D'accord, d'accord. Bon, ben, du coup, on conseille à Kikujiro de te suivre sur Facebook. Voilà. Et sur Facebook, c'est Rémi Chenu, de toute façon. C'est D'accord, pas Mishiki Manga, mais ouais, c'est mon prénom et nom. d'accord, très bien. Mister HF, conseillerais-tu ton manga pour des personnes qui commenceraient à découvrir les mangas? Je pense oui, parce que justement, c'est pas très très complexe, c'est-à-dire qu'il y a pas. Par exemple, quand je lis des mangas, ça arrive très souvent qu'il y a ce côté un peu brouillonné, un peu trop brouillon, qui sortent et il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour comprendre, par exemple, une case ou comprendre la page, le sens, tout ça. Alors que moi, justement, j'ai un style qui est très propre et sortir de ce côté un peu très propre, j'ai du mal. Mais justement, je pense qu'il y aura pas trop de complications parce que j'ai des personnes qui connaissent pas trop le manga, par exemple, et qui ont commencé avec mon œuvre. J'ai même de très jeunes enfants qui ont commencé avec Hazel Project et ils ont pas eu du mal à le lire justement parce qu'il y a ce côté assez propre quand même et lisible. D'accord. Donc voilà. Du coup, Okamino Assassin, de quelle manière les personnages utilisent les artefacts quand ils en détiennent une? Alors les artefacts, c'est une très très bonne question. Alors les artefacts angéliques et démoniques ne font pas partie du continent d'Istar. Alors je vais m'expliquer. Sur le continent d'Istar, donc, comme on peut le voir dans le chapitre explicatif, je mets pas mal de bases sur, par exemple, l'ordre d'Azel qui est assez prioritaire pour l'instant, et je parle un petit peu des magies et de tout ce qui en suit en fait par rapport à ça, donc le Yujutsu et le Majutsu. Les artefacts démoniques et angéliques, à la base, ce ne sont que des objets, donc de tous les jours. Ça peut être une caisse, ça peut être une veste, une épée, un chapeau, n'importe quoi, qui a été touché en fait soit par la grâce d'un alphène ou d'un arcalphe, soit par la corruption d'un démon ou d'un démon primordial. Et en fait, ces alphènes et ces démons ne font pas partie du plan d'existence des Istariens, font pas partie de cette base-là en fait. Et en fait, ça va les toucher de manière très différente. C'est-à-dire que pour les utiliser, en fait, il suffit simplement de récupérer l'émanation, donc l'énergie que possède cet artefact. C'est un peu comme s'il y avait une transmission. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous touchez une bouteille d'eau froide, le froid se transmet à votre main. Ben, c'est le même principe. En touchant par exemple une épée qui possède un artefact, l'énergie, l'émanation angélique par exemple, la personne qui va la toucher va rentrer en contact avec cette énergie-là, et donc cette énergie va prendre en fait place en cette entité. Ce qui fait que ça va l'impacter de cette manière-là. Mais une fois que l'artefact est vidé, ben ça devient plus qu'une relique en fait. Tout simplement. D'accord. Alomix te dit que c'est une super idée. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Du coup, on va encore faire 3 petites questions et puis on finira sur les autres questions que j'ai prévues. Du coup, après, je te coupe, mais s'il y a d'autres questions vraiment qui tournent mais qui t'arrivent pas à les lire parce que t'as pas le temps, ne t'en fais pas, j'ai pris ma soirée, moi il n'y a pas de problème. Hein. Bon bah alors super. Je suis vraiment pas pressé justement. Bon donc, bah c'est super, alors tant mieux. Du coup, on va essayer de répondre au maximum de questions avant de passer à la suite. C'est gentil, merci beaucoup pour ton temps en tout cas. Ouais, il n'y a vraiment pas de problème, hein. Ça fait vraiment plaisir, donc il n'y a pas du tout de problème. Du coup, Alomix, depuis le début du live, du coup, qui s'est passé un petit peu avant, il est perturbé par le nom de la région, du coup, Istar. Il dit Istar. que ça lui fait fortement penser à quelque chose. Il te demande si tu l'as tiré de quelque part ou tu l'as complètement inventé. Non, j'ai pensé à des étoiles à la base, mais ça me plaisait pas trop. Et en fait, j'ai pris juste des lettres que j'aimais bien. Et j'ai essayé de trouver un terme parce que je voulais faire le continent, et je voulais trouver un nom qui sonne bien en fait. Comme quand on dit le continent européen, oh ça sonne plutôt bien, même si c'est assez long. Et en fait, je me suis dit, je voudrais trouver un nom qui est pas trop long. Et en fait, j'ai pensé à Istar en fait. Et après ça, je me suis dit, ça sonne bien parce que je peux dire que les habitants du continent d'Istar sont les Istariens et Istariennes par exemple. Donc, je dis ça passe très bien. Super. Voilà pour Alomix. Du coup, la crêperie qui a un ami à toi, apparemment. Ouais. qui a un vieil ami à toi. A une petite question. Il te demande, du coup, si tu as d'autres idées de manga en parallèle de ton œuvre, du coup, qui est Hazel Project, ou est-ce que tu trouves que déjà cette œuvre te prend beaucoup trop de temps?
Alors j'ai quelques idées, en vrai j'ai quelques idées qui me viennent parfois, vu que je suis très porté sur le côté psychologique, je pense à peut-être des thrillers avec des détectives, le côté un peu seinen justement. Je pense à pas mal de trucs dans ce genre-là, mais c'est vrai que mon œuvre en question me prend énormément de temps, surtout à développer, que ce soit dans le style graphique ou dans le développement des personnages ou de l'œuvre en elle-même. Mais oui, c'est vrai que je pense à pas mal de petites choses à côté, vu que j'adore créer. Donc ça m'arrive de penser à plein de petites choses parfois, à gauche, à droite. D'accord, donc on peut s'attendre à te retrouver sur d'autres œuvres par la suite, en tout cas. Peut-être. Ouais, peut-être. Ozuli voudrait savoir si, du coup, Hazel Project, dans ta tête, ça correspond à une œuvre longue, en tout cas comme Naruto ou One Piece, ou est-ce que ce sera plus comme une œuvre un peu plus courte comme SNK, justement, donc l'Attaque des Titans? Alors moi j'ai directement pensé ça sera plus une œuvre assez courte. Alors quand je dis assez courte, ça sera pas genre 2-3 tomes, mais on est vraiment sur une base par exemple entre 15 et 20 tomes, mais pas plus. D'accord. Pas plus, ouais. D'accord. Parce que c'est vrai Ah, ça a un tout petit peu coupé. qu'après quand on arrive à 500 tomes, ça fait long, ça fait très long. Ouais, bah il y en a beaucoup C'est vrai qui lâchent l'affaire, par exemple, Ouais. avec des One Piece qui ont beaucoup trop de tomes. Voilà, moi en fait j'aime bien parce que ça tient comme les Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, c'est très très bien, mais je trouve qu'une œuvre qui se mérite, elle a toujours un début, elle a un milieu et une fin. Voilà. Oui, ouais, c'est sûr. Mm. Du coup, Mister, donc je suis pas sûr de bien comprendre sa question, mais je vais quand même te la poser. Pour les démons / dieux, peut-être, tu les as créés à 100%, ou tu as des inspirations style un peu mythologique? Les deux en vrai, les deux. C'est-à-dire que il y a quand même cette base où en fait je rentre dans une aspect de cohérence, c'est-à-dire que c'est pas moi qui va dire bah tiens cette créature elle est comme ça parce que comme ça. Je vais plus me baser sur les designs en fait, mais c'est vrai que je vais essayer d'apporter toujours ce côté en fait logique. En fait, c'est surtout ça. C'est pas genre je le crée parce que ça va faire parler de lui ou parce que ça va fonctionner en termes de démons, mais plus parce que ça a une cohérence logique dans l'univers. Et oui, c'est un peu ce côté-là en fait. Donc on part vraiment sur cet aspect-là. Eldandil Wood voudrait savoir combien de temps t'as pris le premier tome au niveau de la création et du coup le deuxième tome aussi dans la foulée. Le premier tome m'a pris 1 an et demi à réaliser, là où le second tome m'aura pris un peu moins d'1 an, en vrai, un peu moins d'1 an. Ouais. D'accord. Okami, l'objectif de l'organisation qui collecte les artefacts, c'est de les détruire ou juste les garder? Ah là c'est très complexe là. Ah là là, alors en fait, on va dire que l'ordre d'Azel possède vraiment une sorte de salle au trésor où ils vont confiner les artefacts, autant angéliques, autant démoniques. C'est le principe même de l'ordre d'Azel qui a été justement créé à cette occasion-là, à partir du moment où les artefacts sont apparus. On a créé l'ordre d'Azel pour répertorier tous les artefacts parce que justement il y en a certaines qui sont un peu trop puissante, autant angélique ou autant démonique, donc on sait pas ce qui peut arriver, quoi, mais voilà, on a ce côté-là, ouais. Du coup, je pense qu'on a déjà répondu à la question, mais je vais quand même te la reposer. Bob demande, est-ce que tu as des auteurs qui t'ont inspiré directement pour cette œuvre? Bah, principalement, comme je l'ai dit, c'est vraiment Le Seigneur des Anneaux pour l'univers. Pour tout ce qui est personnages, on reste sur des bases, un peu d'Harry Potter aussi au niveau des personnages, parce que dans Harry Potter, on a ce côté quand même où du premier film, je parle évidemment du côté cinématographique, on a ce côté où dans le premier film, ils sont petits, jeunes, c'est insouciant, tout ça, c'est assez simple, et puis plus ils grandissent, plus il y a ce côté sombre qui ressort de l'œuvre et tout. Donc je dirais Le Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien, Harry Potter, il y a du Star Wars, évidemment The Witcher, qui m'a beaucoup touché, un peu de tout, ouais, mais c'est principalement ces choses-là sur lesquelles j'ai vraiment bossé, quoi. D'ailleurs, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Harry Potter. C'est vrai que du coup, on pourrait presque, si c'était adapté en manga, on pourrait presque se dire que ça passe du shonen au seinen, justement. C'est ça, ouais. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, Alomix, quel est ton point de vue sur l'œuvre SNK? As-tu aimé l'univers?
Alors moi j'adore SNK. C'est une œuvre qui fait beaucoup réfléchir et pas simplement en fait sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on ne voit pas justement. Euh, L'œuvre de SNK a beaucoup évolué jusqu'à maintenant et même encore aujourd'hui moi je suis vraiment basé sur l'anime, ce qui fait que je me retiens de regarder le manga parce que sinon je vais me spoiler et ça fait longtemps que j'attends. Mais j'adore vraiment SNK et je trouve que c'est une œuvre hyper intelligente et on comprend pourquoi Isayama, après SNK, veut arrêter de faire du manga parce que je pense que c'est une œuvre qui est très portée sur la psychologie, qu'il a travaillé de bout en bout, même si ça vient à la base du Shonen Jump et qu'ils l'ont dit de peaufiner ce côté-là. Il a beaucoup taffé, autant dans le dessin, autant dans le design, mais dans le scénario, il a fait un travail excellent, quoi. Donc, clairement, c'est un monument. Pour moi, c'est un monument. Ah oui, je suis d'accord. Moi, j'ai lu du coup le manga et c'est vrai qu'il est extraordinaire. Ah ouais, carrément. L'anime déjà, juste l'anime, le côté graphique, tout ça déjà, il y a une grosse évolution. Et puis il y a surtout ce côté dans l'anime qu'on retrouve pas beaucoup ailleurs en fait. Il y a cette qualitative déjà dans l'anime, on voit qu'ils ont pris leur temps, qu'ils travaillent chaque plan, chaque personnage, chaque émotion. Et juste de voir ça sur l'anime, j'imagine pas le manga, quoi. C'est incroyable. Ben là, je peux déjà te dire que dans le chat, tu vas te faire un paquet d'amis en disant ça parce que j'ai des gros fans des SNK. Ah bah ça va alors. Du coup, Valou voudrait savoir s'il y a un tome dont tu es plus fier que l'autre. Le tome 2, ouais. Le tome 2, je suis beaucoup plus fier que le premier tome, dû au travail acharné que j'ai fait justement sur le tout en fait. Donc le côté design, le côté des dessins, le côté vraiment des décors aussi. C'était un truc qui avait beaucoup de problèmes dans le premier tome. Et j'ai beaucoup évolué en fait dans tous ces aspects-là, autant technique que graphique, tout ça. Et je suis très fier de ça, parce que c'est vrai que j'ai réussi à faire ça en fait en très peu de temps, malgré que dans chaque chapitre il y a une évolution, je fais des améliorations, tout ça. Le premier tome, je pense, j'aurais pu peut-être faire mieux sur certains aspects, mais n'ayant pas eu conscience du temps que j'avais, du manque de technique, tout ça, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis assez fier de ce deuxième tome. Écoute, je pense que tu as raison en tout cas parce qu'il a l'air vraiment super. D'ailleurs, je peux même te lire un message de Mister qui dit, je vais te le lire totalement. Hein. Un grand merci à Rémi Chénu qui m'a permis d'en connaître plus sur le monde du manga et je pense que ce sera le premier manga papier que je vais suivre en entier. Il a dit qu'à la fin du live, il ira sur Ulule et il te remercie pour ta disponibilité. Ah, ça fait super plaisir. Hein. Merci beaucoup, Mister HF, c'est ça, Mister HF. Merci beaucoup. C'est ça. Et du coup, Kikujiro a pris un niveau 4 de contribution sur Ulule pour ton projet. Merci beaucoup, ça fait super plaisir les amis. Je suis beaucoup touché, je suis vraiment beaucoup touché que mon œuvre vous intéresse autant et vous donne cette énergie en fait de vraiment en savoir davantage et d'en vouloir plus en fait. Donc merci beaucoup, c'est vraiment fait pour ça à la base. Le premier tome était vraiment basé sur cette curiosité, cette envie en fait de chercher ça chez le lecteur. Et ça fait super plaisir de voir que il y a toujours cet aspect-là en fait après presque 2 ans de travail. Donc merci beaucoup à vous. Bah, écoute, je pense qu'ils t'entendent et ils sont super contents de t'avoir avec nous ce soir. Alors, une question de Mister HF. Voudrais-tu que ton manga soit adapté un jour en anime? Est-ce que ça serait peut-être un rêve? Je sais pas. Pour l'instant, ouais, c'est quelque chose que je pense auquel je réfléchis pas beaucoup en vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus m'en parler jusqu'à aujourd'hui. En vrai, il y en a pas mal qui me demandent, mais pour l'instant, c'est pas pour moi une question assez importante. Si un jour il est adapté, je serai très très heureux. Mais d'abord, avant toute chose, j'espère pouvoir quand même finir avant toute chose mon manga en fait. Et s'il est adapté entre temps ou après. Ça serait le must, comme on dit, ça serait le must, mais oui, bien sûr. Voilà. Mais clairement, ouais. Ouais. Du coup, il a une autre question. Est-ce que tu aimes Full Metal Alchemist? Ah oui, c'est une œuvre magnifique, ça. Je me rappelle, j'ai un très bon souvenir de Full Metal Alchemist Brotherhood, justement, donc la version animée, la deuxième, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Que je regardais avec l'un de mes frères, justement, que je regardais chaque jour. Il y avait un épisode qui passait. Et pareil, c'est aussi c'est un très bon animé, c'est un très bon manga, c'est une œuvre qui fait réfléchir aussi
sur les conséquences de nos actes, tout ça, etc. C'est vraiment une très belle œuvre aussi, et quand on cherche un peu, ça te donne envie de réfléchir et de se donner les moyens d'aller plus loin en fait. Donc ouais, clairement, Fullmetal Alchemist, c'est un must-have aussi, c'est un must-have. Bob Nidas dit que ton manga lui fait beaucoup penser à un animé Mar, s'appelle l'animé. Et du coup, il adore ce qu'il voit, en tout cas par rapport à ton œuvre. Bah, en tout cas, ça fait super plaisir encore une fois. Mar, je connais pas du tout l'animé, ça me dit rien du tout. Mar, c'est vrai que depuis que je suis à fond vraiment dans cette œuvre-là, dans ce projet-là, c'est vrai que j'ai un peu lâché tout ce qui est manga anime parce que forcément, par peur de saturer tous les jours, vu que tous les jours c'est du manga. Ouais, il faut Alors, souffler, en plus, il faut souffler. Voilà, c'est ça. Si je dois regarder des animes et lire des mangas, c'est vrai que ça, je surdose, obligé. Mais ça me dit rien du tout. Mais en tout cas, que ça lui fasse penser, bah, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait super plaisir d'avoir que il y ait des gens qui ont ce ressenti-là, parce que ça prouve que mon code de design ou la façon de comment il est proposé plaît aux gens en fait dans ce style manga en fait, qui fait penser vraiment au style japonais. Donc ça fait super plaisir. Ah, écoute, tu m'étonnes en tout cas, j'ai envie de te dire, parce que c'est sûr que ça doit faire plaisir d'entendre de choses comme ça. En fait, comparé à déjà un manga qui est du coup en animé, c'est Ah oui, incroyable. Ça. Et la petite anecdote par rapport à ça, c'est que mon style, je l'ai basé justement sur ces deux genres différents. C'est-à-dire que mon style graphique est basé à la fois sur le style manga, mais à la fois aussi sur le style anime. Il y a ce côté propre de l'anime qui ressort, et en fait j'ai beaucoup pensé mon manga comme un anime, ce qui fait qu'il y a ce mélange un peu des deux en fait. Oui, d'où peut-être ce ressenti justement de ressemblance à certains animes. Ouais, c'est possible, ouais, c'est ça, c'est totalement possible. Du coup, Métalidon te remercie pour les réponses super claires que tu donnes. Ah bah de rien, au plaisir, vraiment. Bon, du coup, Kikujiro pose une question parce que je pense qu'il n'a pas dû t'entendre tout à l'heure. Il veut savoir, du coup, ton projet, tu penses qu'il fera combien de tomes? Il me semble que tu t'as parlé d'une 15-20 tomes à peu près. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est si je peux, vraiment, j'irai entre 15 et 20 tomes, mais pas plus. Parce que ça prend beaucoup de temps déjà, et deuxièmement bah parce que je me vois pas faire un manga trop à rallonge en fait, qui va étirer le scénario juste pour étirer l'univers. Si vraiment je veux réadapter quelque chose dans mon univers, une autre histoire ou quoi, parce qu'il y aura beaucoup à en dire, je ferai un autre manga qui sera basé là-dessus avec d'autres personnages, mais en tout cas Hazel Project fera entre 15 et 20 tomes si c'est possible. D'accord. Bah, écoute, je te souhaite tout ce mal en tout cas. Merci beaucoup, j'espère aussi. Du coup, Okami, il voudrait savoir, est-ce que du coup tes personnages vont se battre avec des armes, style épée ou autre, ou est-ce que ce sera vraiment de la full magie? Les deux. Les deux, si. Alors mon univers est une base de fantasy féerique. Il y a un côté en fait magique, mais la magie est utilisée avec la technologie. C'est-à-dire qu'on sort vraiment de certaines bases, et j'appelle ça la technomagie. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir des épées, des sortes de manches d'épées. Alors je sais pas si je peux, peut-être que je peux montrer ça. J'ai des fiches techniques si vous voulez. Je sais pas si tu me permets. Oh ben bien sûr, vas-y. J'ai des fiches techniques pour montrer justement, je vais montrer à quel point je suis pointilleux avec ça, mais j'ai des fiches techniques en fait pour montrer certaines choses, parce que forcément il me faut une sorte d'encyclopédie où je vais travailler dessus pour mieux connaître ce que je fais, tout ça. Et par exemple, dans le premier chapitre, on peut voir Saji, donc le premier chapitre du deuxième tome qu'on peut lire sur Ulule, on peut voir Saji utiliser une sorte de manche d'épée. Qui d'abord prend une forme de flamme, donc en fait donc l'épée en question c'est une Oni Blade, je l'appelle la Oni Blade. La Oni Blade en fait est une sorte de manche qui ressemble un peu à un sabre de katana ou à tout autre sabre, à la manière d'un Star Wars par exemple, et il va puiser en fait dans l'émanation de son porteur pour créer la lame, ce qui fait qu'au départ on a vraiment ce côté magique un petit peu, où on a la lame qui devient enflammée, et puis d'un coup paf, elle devient vraiment une lame en fait, lame noire, blanche, peu importe en fait, en fonction de l'émanation. Et donc on a ce côté là avec la technomagie. On a aussi ce côté magique aussi, et j'introduis les sphériciennes dans ce deuxième tome, donc ça c'est vraiment une info exclusive un peu. Les sphériciennes, alors vu que vous avez lu le chapitre explicatif, vous avez dû prendre conscience du sphérigone.
Le Sphérigone, c'est un petit peu, justement, c'est cet ensemble de magie blanche et magie noire, un peu comme le yin et le yang. Et en fait, donc, les sphériciens ou sphériciennes, ce sont ceux qui peuvent contrôler le sphérigone. Et donc, en fait, ce sont des personnes qui vont utiliser vraiment la magie à l'état pur, avec des baguettes magiques, des bâtons, des sceptres, des trucs dans ce genre-là. Et après, on a vraiment des créatures, donc comme le Michi, donc Michiki, qui s'appelle le professeur Michi ou la race des Michi ou Michiki, qui eux sont des créatures à base d'énergie de base, donc magie blanche pour les Michi, et ils peuvent vraiment utiliser la magie à leur convenance, en fait, en fonction de leur lien à affinité, tout ça qu'ils ont avec. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. Je vais essayer de montrer vite fait. Mais voilà, pour te répondre, j'espère que ça va t'aiguiller un petit peu sur le style. En fait, en soi, il y a vraiment beaucoup de choses diversifiées. On trouve vraiment plein de choses dans ce style-là. Il y a un peu de tout. Il y a des pouvoirs, de la magie, du combat au corps à corps, à la manière d'un Dragon Ball Z. Ça, j'appuie beaucoup là-dessus, sur le côté un petit peu, avec ce deuxième tome, sur le côté vraiment des arts physiques, des arts martiaux, tout ça. Vraiment, je pense que ça va être un tome assez surprenant pour ceux qui liront le premier tome, qui vont voir l'évolution, certes graphique, mais qui vont voir vraiment des choses très différentes, avec vraiment un univers très différent. Genre, on grossit vraiment tout ça, et pareil, il y a même des armes à feu, en fait. Il y a des armes à feu magiques qui prennent place. Mais ça, c'est en lien vraiment avec les royaumes. Chaque royaume a vraiment... une technologie, peut-être, quelque chose... Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours pareil, c'est qu'on n'est pas vraiment sur une technologie style, par exemple, qu'on peut avoir la télé ou quoi. C'est toujours de la technomagie. C'est toujours, en fait, une base de technologie qui est mise en avant avec la magie, en fait. On utilise toujours la magie, quoi, pour vraiment créer l'entre-deux. Ah bah, alors, dans le deal, elle dit que ça fait penser à Final Fantasy, justement. Ce côté, ce côté un petit peu technomagie, etc. Ah, ça c'est possible. Hein. Ça c'est possible. Hein. Final Fantasy, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché. Alors, je vais voir un truc. Voilà, partager. Je vais te partager mon écran. Yes. Ouais, voilà. Hop, je fais ça. Ah bah super. Je sais pas si tu vois. C'est en train de charger. C'est bon, on a. Et cliquer dessus, au moins on le voit en gros. Voilà, hop. Alors là, en fait, voilà, tu vois, c'est pour te montrer vraiment, pour montrer vraiment, en fait, à la communauté, tout ça. Vraiment, je crée tout de A à Z et je peaufine tout ça. Donc là, je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez lire et voir. En fait, on a vraiment, je sais pas si ça se voit le zoom. Ouais, on voit bien, Donc voilà, on a vraiment l'embout de la lame, le canal énergétique, la chambre d'énergie, le catalyseur Onimura. Alors Onimura, encore une fois, c'est tout est créé vraiment à fond. Et donc voilà, après vous avez le petit en bas, le petit descriptif que je vais laisser pour que vous puissiez lire si vous voulez. Et voilà, il y a toujours... T'as vraiment pensé à tout, quoi. Chaque détail du manche a une particularité, en fait. C'est pas rien n'est mis au hasard, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est chaque détail compte. Pourquoi le sabre ou l'Oniblade tient à sa ceinture, parce qu'il a une attache magnétique, tout simplement. Comment il peut le lancer avec l'interrupteur, la mise à marche, le chambre d'énergie qui reçoit l'énergie, le catalyseur qui va convertir tout ça, le stabilisateur pour les ondes d'émanation pour éviter que la lame se part en cacahuète, et l'embout de la lame pour permettre vraiment à la lame de se créer en fait en elle-même, tout ça. Et après, par exemple, un autre truc aussi, vite fait, comme ça après on finit sur juste ce plan, au côté, au niveau des, vraiment, voilà, hop. Voilà, pardon, hop. Ça, c'est l'architecture du temple d'Azel. Donc du temple switché d'image. Ah, ça a pas laissé. Ouais. Hop, ah là, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est pas bon. Non, ça vient et ça repart. Changer de fenêtre. Je vais changer la fenêtre, ce sera peut-être mieux. Hop là, voilà. Ah, nickel. Et voilà. Et donc en fait là, c'est une base d'architecture en fait. Avant de créer le temple Jinja, j'ai tout répertorié comme ça en fait. J'ai créé vraiment le temple à la manière d'un architecte. Et après avoir fait ça, en fait, je l'ai posé en 3D sur une page, tout simplement. Et voilà, je crée vraiment tout, vraiment de A à Z. Voilà, quoi. C'est assez impressionnant, du coup, de voir ça, de toutes les choses auxquelles tu penses, du coup. Parce que, du coup, ça va prendre corps à fur et à mesure du manga, du coup, toutes ces petites graphiques. C'est ça. Bah après, c'est surtout, en fait, moi,
part du principe où en fait toutes les questions que moi je dois me poser, le lecteur il doit pas se les poser. Le lecteur il doit pouvoir suivre une histoire. Certes, il doit se poser des questions quand il le faut, mais tout ce qui est en lien en fait avec l'univers ou quoi, pour lui, ça doit lui paraître normal. Et donc pour ça, pour que ça lui paraisse normal, il faut que ça soit travaillé d'une manière consciencieuse et logique par rapport à l'univers. Donc je me sens obligé en fait de peaufiner tout ça de cette manière-là pour justement créer quelque chose à laquelle on peut croire en fait, comme à la manière d'un vaisseau dans Star Wars, que ce soit l'amiral, que ce soit le Vénator suprême, peu importe. Tout est répertorié et il y a la salle de contrôle, tout ça, comme l'étoile noire en fait. Il y a, quand on voit l'étoile noire, voilà, mais il y a ce même principe-là en fait. Donc voilà, je pense, je tiens ça de pas mal de petites œuvres aussi, mais je trouve que c'est hyper important de faire ce genre de truc-là. Oui, ben, d'ailleurs, Okami a mis que de voir qu'il y a autant de détails au niveau de ton travail, c'est rassurant. Ah, merci beaucoup. D'ailleurs, il me semble que Mister, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu attendre, il a contribué, il a pris la contribution ultime apparemment. Oh. Merci beaucoup Mister, hein, vraiment merci beaucoup à toi. J'espère que quand tu auras ces 2 tomes, j'espère que déjà tu passeras un très bon moment, que ça sera une très très belle surprise et que tu voudras absolument voir la suite. Vraiment, encore merci beaucoup. D'ailleurs, il a une question aussi. Il y a moyen de les avoir dans le temps, tout ce lore, les plans. Est-ce que les plans, tu vas les fournir à fur et à mesure? Est-ce qu'ils apparaîtront peut-être dans le manga ou peut-être plus tard? Alors des fois oui, alors des fois je les fais apparaître, genre notamment alors par exemple dans le premier tome que vous voyez ici en fait, quand vous enlevez la jaquette, vous avez par exemple les cartographies. Avec les légendes. Là, voilà, il y a une cartographie spécialement faite pour le dessin, celle-ci qui est dans le premier tome, qui apparaît vraiment sur une page, mais celle-ci, ce sont des fiches techniques que j'ai créées, donc voilà, vous avez vraiment, comme j'ai dit, tous les détails, tout ça, et c'est pareil de l'autre côté, voilà. Et je fais ça vraiment pour tout en fait, en soi. Et donc en fait, oui, j'essaye d'incorporer des fois le plus possible de ce genre d'éléments parce que je sais que c'est des choses que les lecteurs ils apprécient beaucoup. Et je pense peut-être pas pour le 2e tome, mais pour le 3e tome, si tout se passe bien, il y aura des petits éléments comme ça. Et puis voilà, par rapport à ça. Et un truc dont je vais parler vite fait, justement parce que ça, je sais que c'est un truc qui revient pas très souvent. Mon univers étant créé de A à Z avec la chronologie, tout ça, forcément, il y a forcément des civilisations qui ont disparu. Et en fait, pour pallier à ça, et d'une certaine façon, j'ai créé un dialecte perdu qui s'appelle le dialecte Imluaris du peuple d'Imlua en fait. Et donc on aura ce côté un petit peu interactif dans le manga. Donc j'ai une page que je peux montrer vite fait juste pour montrer l'exemple. C'est où? C'est là. Voilà, ici par exemple, on a le dialecte qui apparaît. D'accord. Sur la page. Donc ça se lit, ça se lira d'une certaine façon, voilà. Et en fait, pour lire le dialecte en question, en fait, j'essaie de faire un côté interactif et que les gens y participent aussi parce que je trouve que c'est hyper important. En fait, à la fin du tome 1 et pour le tome 2, ça sera pareil et pour les prochains tomes aussi. À la fin du tome, on retrouvera en fait le dialecte en question. Donc là c'est à l'envers, désolé, mais on trouvera le dialecte en question avec l'alphabet, avec à quoi ça correspond. Et en fait là ici juste ici il y a un petit exemple pour montrer comment ça se lit en fait. Voilà. Et ensuite on aura ici un parchemin ancien, un chapitre des écrits blancs oubliés qu'il faudra traduire en fait en plus. Voilà. Là, du coup, ça nous fait beaucoup penser à Tolkien qui a inventé la langue elfique. Du coup, toi, t'as inventé aussi un dialecte un peu à ta sauce. C'est ça. C'est ça. C'est très très cool, je trouve. Je voulais absolument créer quelque chose. En fait, à la base, j'étais vraiment parti pour créer une langue morte à la Tolkien, mais faire mot par mot, verbe par verbe, tout ça, c'était très compliqué. Surtout pendant la création de tout ça. Et je me suis dit, il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'était le langage ilien dans Legend of Zelda. Et je me suis dit, ça passera.
ça passera parce que c'est quelque chose qui peut être lu par tout le monde, donc il n'y a pas trop de complexité, il faut pas apprendre la langue par cœur et tout, donc ça peut vraiment marcher parce que ça va parler à tout le monde, et donc en fait j'ai introduit cette langue d'une certaine façon pour, comme vous l'avez vu, une sorte de rituel ici. Dans le deuxième tome aussi, pareil, il va y avoir cette langue morte qui va apparaître dans le scénario, et le truc c'est qu'en faisant vraiment les traductions par exemple, on apprend des petits détails. Pour les invocations et tout, on va dire attends, il y a ça quand même là ici, et ça on le note, on le garde dans sa tête, on essaie d'en faire quelque chose, mais ça aura de l'importance, c'est tout. Il y a toujours chaque petit détail a son importance, et j'adore faire ça. Ah ouais, j'avoue que c'est assez génial. Et justement, Alomix dit que ça fait penser un peu à un petit jeu d'énigmes en quelque sorte. Ouais, c'est clairement ça, ouais. Un petit jeu interactif d'énigmes où la personne va vraiment s'impliquer vraiment cette fois-ci dans l'œuvre, et en apprendre quelque chose par ses propres moyens. Et je trouve que ça donne un côté très satisfaisant parce que la personne, si elle le fait pas, elle va passer à côté d'un parallèle à l'histoire principale qui donnera des origines à l'histoire principale. Par contre, si elle le fait, elle aura cette satisfaction d'apprendre certaines choses qui seront en lien avec ce qui se passe peut-être avant, maintenant, demain, et ainsi de suite. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a ce petit jeu d'énigmes, ouais. Yes. Est-ce qu'on peut s'attendre à un artbook dans le futur? Alors j'ai pensé à un petit bestiaire, un artbook avec des dessins assez prononcés vraiment, que ce soit au niveau des personnages, des fiches techniques au niveau des personnages par exemple, parce que Saji pour ce deuxième tome est passé sous beaucoup de styles différents avant que j'officialise le style complet du personnage, et pareil pour d'autres personnages, et c'est beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de données en fait là-dessus. Si un jour je peux me permettre de sortir un artbook de personnages ou même d'illustrations ou de lieux même d'ailleurs pour juste faire des descriptions de nouvelles villes, de régions, tout ça, ouais, clairement, je dirais vraiment pas non, quoi. Super. Mm. J'ai vu autre chose passer. Notre petite question. Oui. Okami voudrait savoir, au niveau des races, il y a les humains. On sait qu'il y a d'autres races. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur les races qu'on peut s'attendre à voir? Oui, bien sûr. Alors, au niveau des races, donc il y a évidemment les humains, il y a les nains, on y retrouve évidemment des dragons, tout ça. Il y a des alphes. Alors, ce ne sont pas des elfes, ce sont des alphes. C'est en fait, c'est un terme. En fait, c'est ce terme-ci, alphe, donc représente les elfes tels qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que le terme alphe vient de la mythologie nordique. Et les premiers elfes, ils sont apparus là-dedans, dans la mythologie nordique. D'accord. Donc on va retrouver les humains, les nains, les alphes lumineux, les alphes sombres, les néphilis, mais là j'en dirai pas plus. Évidemment j'ai dit les dragons, les michis, on retrouvera beaucoup de créatures comme alors comment ça la créature en question, elle s'appelle, ça fait longtemps que je l'ai pas dessinée, je crois que c'est il y a le kerf qu'on voit dans le tome 2 d'ailleurs, mais en termes de race c'est à peu près tout. Alors les races principales, hein, attention évidemment, les races principales qu'on va voir, c'est vraiment basé sur un système de royaumes, et donc si on parle vraiment juste de ce système de royaumes, on retrouve donc des royaumes de nains, des royaumes d'alphes lumineux, des royaumes de alphes sombres, d'humains et tout ça. Mais après il y aura beaucoup de créatures, et d'autres choses. Il y aura des nomades, il y a les Deathmongers aussi. Les Deathmongers donc sont une sorte de race de nécromanciens, mais à en devenir. C'est-à-dire qu'à la base, les Deathmongers sont par exemple des humains ou des alphes lumineux ou toute autre chose, et décident en fait de prendre part à la nécromancie, et ça a des répercussions sur eux. Et après en fait, on va finir par les surnommer les Deathmongers. D'accord. Ah. En tout cas, ça annonce un univers assez riche. Oh oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Du coup, la crêperie a une question. Il aimerait, enfin, lui, ce qui l'intéresse, c'est par la puissance de tes personnages. Est-ce que tu saurais donner un cap de puissance? Il fait référence à un parallèle avec Dragon Ball ou Naruto. Avec le temps, leur puissance ont tellement évolué qu'ils se battent avec des puissances divines. Leur évolution un peu au niveau de la puissance, leur rang
par exemple, de puissance? Alors on va rester. Alors oui, alors je vois ce qu'il veut dire. Sans spoiler, bien sûr, il dit. Hein. Ouais. En fait, je pense qu'il doit parler d'un rang à par exemple Dragon Ball Z C'est ça. où il y a un système dans Dragon Ball Z de paliers où on atteint certaines puissances, tout ça, et où dans Dragon Ball Super, un petit peu cette puissance est un peu interrompue parce que ça casse vraiment le mythe. C'est bien, mais ça casse vraiment cette puissance et en fait le mec au final peut détruire une planète en un claquement de doigts. C'est ça. Dans mon univers, non, en fait, il y aura pas. Oui et non. Alors oui et non, c'est en fait ça sera non parce qu'il y aura toujours cette cohérence et cette logique en lien avec les personnages, l'univers et leurs ressources propres. Et non, et oui un peu parce qu'il y aura ce quelque chose aussi que je spoilerai pas, qui forcément il y aura de l'impact. Il y aura un impact à un moment donné ou l'autre qui jouera, mais ça sera pas au point de détruire des planètes ou des trucs comme ça, par exemple. Ça sera toujours un niveau de puissance logique et contrôlé ou en fonction du scénario. Ça sera jamais au-delà en mode pour servir l'affrontement ou quoi que ce soit. D'accord. Du coup, Okami, il me semble qu'Alomix avait aussi un petit peu posé la question. Est-ce qu'on peut s'attendre à des conflits entre les différents royaumes ? C'est quelque chose. Oh oui. Oui, le côté politique, diplomatique des royaumes, des régions, tout ça sera beaucoup mis en avant au fur et à mesure du temps. Dans le deuxième tome, on en aura un petit aperçu justement d'ailleurs. Mais clairement, oui, il y a des conflits entre les royaumes. Il y a même des affiliations avec les royaumes. Dans le premier tome, on voit justement les personnages aller près d'une bordure d'un royaume et on voit ce côté aimable, assez ouvert. Alors que dans le temps, on va aller dans d'autres royaumes où on verra que ça sera très fermé d'esprit. Il y aura moins de créatures en tout genre, par exemple, ou de variété, de ce genre de choses. Mais le côté diplomatique, c'est quelque chose qui va prendre de la place au fur et à mesure du temps. Et même au niveau des personnages, des noms, des royaumes, il y a quelque chose de énormément mis en avant. Par exemple, sur le royaume de Rydia, on est vraiment sur une base un petit peu asiatique, c'est-à-dire qu'on a ce côté un peu chinois, japonais, pardon, ce côté chinois, japonais, tout ça. Donc Saji, Aiko, Haru, Toshi, on a des noms vraiment japonais. Par contre, le royaume humain qui est juste à côté d'eux, qui est le royaume d'Argonne, eux, ils ont des noms genre style Conrad, William, tout ça. Donc on est vraiment sur des royaumes très différents en termes de culture, en termes de tout ça en fait. Et donc oui, ça aura vraiment un impact, vraiment. Je pense que ça sera énorme quand j'en arriverai là, mais le côté politique, diplomatique des pays, tout ça va avoir un très fort impact. Ouais, du coup, pas mal de géopolitique du coup aussi. Ouais, à un moment donné, je pense que ça va arriver, ouais. On verra des barbus autour d'une table, mais ouais, ça va arriver à un moment donné, ouais. Bah écoute, là je pense qu'on a fait le tour des questions dans le chat. Du coup, t'es aux éditions Coolbook. Ouais, Coolbooks, ouais. Du coup, ma petite question, c'est est-ce que c'est toi qui es allé te vendre un petit peu, ou est-ce qu'ils sont venus te chercher et du coup, est-ce qu'il y avait d'autres éditions aussi qui te faisaient de l'œil et si oui, pourquoi Coolbook du coup ? Alors en fait, c'est une histoire assez folle en vrai. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à reprendre le dessin à fond et tout, je faisais des illustrations de Dragon Ball Z et tout. Je vais montrer ça vite fait en même temps, comme ça, moi, ça fait un petit peu de. Je sais plus si j'ai, attention. Mais en fait, moi, je faisais des gros dessins, des trucs comme ça, etc. Dragon Ball Z et tout. Et en fait, je me suis fait repérer de cette manière-là. C'est-à-dire que je travaillais bénévolement pour des personnes un peu par-ci, par-là. Et à un moment donné, en fait, la personne avec qui je bossais, qui aujourd'hui est le directeur de Coolbooks, tout ça, j'avais proposé certaines illustrations, et il a vu mon travail, en fait, en termes de pages, de créativité et tout, et il m'avait dit qu'il comptait justement ouvrir sa maison d'édition à un moment donné. Et donc, en fait, je me suis dit, il m'a proposé complètement ses services. Il m'a dit, tiens, je vois ton travail, je compte ouvrir ma maison d'édition. Donc, en soi, si tu as un manga à me proposer, moi, je suis partant. Et donc, moi, direct, j'ai dit, tu me proposes ça une fois, pas deux, et direct, j'ai attaqué à travailler dessus, quoi. Bah, écoute, super. Pas mal le dessin. Ah ouais, pendant une période, j'étais vraiment
à full Dragon Ball Z. Et c'est pour ça d'ailleurs, même j'ai fait pas mal de styles de pages. Il y en a une qui est apparue dans un bouquin en termes d'illustration. Celle-ci, je l'avais faite vraiment parce que j'adore la SJ3, vraiment. Ouais. Mais il y en a plein que j'ai faites. Il y a genre, alors celle-là, c'est une pas de mes préférés, mais je l'aime bien. Je trouve Ouais. que Elle est canon, j'avoue. hop, celle-là, ouais, elle est vraiment pas mal. Ah, le bon vieux Tortue Génial. Ouais. J'avais fait pas mal de trucs comme ça, en fait. Pareil, j'ai travaillé sur des trucs à côté, genre pour travailler, peaufiner mon style, j'ai fait un one-shot Tokyo Ghoul. J'ai fait un petit one-shot d'un chapitre Tokyo Ghoul à l'époque, qui faisait 16-17 pages et tout. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, parce que je voulais vraiment apparaître vraiment sur le côté technique et approfondir ça. Mais ouais, en fait, donc voilà, ça s'est passé de cette manière-là, en fait. Je travaillais bénévolement pour des personnes. Et au fur et à mesure du temps, vu qu'il comptait ouvrir sa boîte, il est venu me proposer ses services et j'ai accepté directement parce que c'est une occasion en or en vrai, c'était vraiment une occasion en or. Donc clairement, j'ai dit bah, vas-y, je fonce, y a pas moyen quoi. Bah, tu as eu une super opportunité et c'est Ouais. magnifique comme histoire en vrai. Ouais, j'ai eu vraiment une très grosse opportunité et c'est pour ça que d'ailleurs bah, je me donne vraiment à fond pour mon œuvre et surtout pour montrer vraiment le respect pour entrer dans ce respect en tant que créateur, mais surtout en tant que respect, on va dire dans le respect pour vraiment aussi les lecteurs, c'est-à-dire faire quelque chose qui en vaut la peine, parce que je sais que ben il y a beaucoup de gens qui peuvent être frustrés de perdre leur temps sur des petites choses, du tout au tout en fait. Donc c'est vrai que, mais donc voilà, je m'investis à fond quoi. Voilà. Il y a une autre petite question qui est revenue quand même dans le chat, enfin deux pour être précis. Je sais pas si tu pourras me répondre à cette question. Peut-être qu'il faudra que je demande à ton éditeur justement. Est-ce que Okami qui vit en Belgique, est-ce qu'il peut quand même commander ton manga et il le recevra en Belgique? Oui, bien sûr. Ouais, il y a aucun problème. Ouais, bien sûr. Logiquement, de toute façon, si à partir du moment où il peut commander et que la commande elle passe, c'est que c'est bon. C'est qu'il n'y a pas de problème, ça va être envoyé. J'ai une personne qui veut commander du Canada, c'est beaucoup plus loin. Ouais. Et justement, les ports par rapport au Ulule, tout ça ont été ouverts. Donc ouais, la Belgique, la Suisse, tout ça, tant que c'est francophone et que c'est à côté, c'est largement commandable justement. Même pour le premier tome, j'ai même une personne qui avait commandé le bouquin, il était à Madagascar. Donc pour dire. Ah oui, bon bah. Du coup, pas d'inquiétude de ce côté-là. Ah oui, carrément. Alomix, il voudrait savoir, du coup, tu as parlé du petit one-shot que tu as fait de Tokyo Ghoul. D'ailleurs, au passage, je suis un très gros fan de Tokyo Ghoul. Ouais, j'aime bien aussi, c'est vraiment pas mal. Du coup, moi aussi, je me pose la question, est-ce qu'on peut le trouver quelque part, ce one-shot, ou c'est vraiment personnel? Ouais, on peut le trouver sur Instagram. Sur Instagram, d'accord. Sur mon compte Instagram, on peut complètement le trouver. Il suffit juste de descendre un petit peu, de bien regarder. En fait, je crois que je l'ai fait en 2 parties, 8 pages. D'accord. Mais ouais, il est complètement trouvable sur Instagram, sur mon compte. Je l'ai mis même en 2 versions. Je l'ai mis en version française et en version anglaise. Ah oui. Mais voilà, je voulais créer surtout des personnages, m'approfondir. Le style est pas, je me suis pas approprié le style en soi. Il y a des pages qui sont très jolies, mais bon, c'était vraiment un début à cette époque-là. Mais c'est un petit jet intéressant quand même. Et ça prend part juste après une certaine phase. Donc ouais, on peut le trouver sur Instagram, y a pas de problème. Et du coup, encore une dernière question, parce que c'est vrai qu'elle est intéressante quand même, cette question. Est-ce que tu penses à faire des live dessins? Je sais par exemple sur Twitch, je sais pas si tu connais trop la plateforme, il y a des gens qui font des live dessins. Ça pourrait être intéressant de te voir dessiner en live. Alors j'ai pensé à plusieurs reprises, ça serait hyper intéressant. Malheureusement, il faudrait soit le PC adéquat, donc il me faudrait vraiment le matériel adéquat pour commencer. Et si je le fais par téléphone, je sais même pas si c'est possible par téléphone et la qualité serait pas au rendez-vous non plus. Ouais, ce serait possible, mais problème de qualité, je pense. Voilà, et puis en plus j'aurais soit le téléphone devant mon visage, soit au-dessus sur le côté, donc on verrait pas trop le dessin. Mais oui, bien sûr que j'y pense. Donc peut-être qu'un jour, quand j'aurai vraiment les moyens et que j'aurai vraiment le PC pour, etc., tout ça, avec le temps, ouais, je pense vraiment peut-être un jour, avec le temps, faire peut-être des lives, ça m'arriverait, ouais. D'accord, si tu fais ça un jour, je viendrai te suivre avec plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. Du coup,
que dirais-tu aux gens pour qu'ils achètent ton manga? Alors je dirais de foncer parce que c'est un monde très féerique et qui peut surprendre énormément de personnes. C'est les personnes qui sont très curieux, qui vont faire vraiment attention à chaque détail, vont découvrir chaque chose. À chaque lecture, ils verront quelque chose. Vraiment, il faut foncer pour cet aspect-là justement, de découvrir quelque chose d'assez nouveau. Peut-être pas pour l'instant innovateur, mais quelque chose qui peut promettre des choses assez grandes et assez folles pour la suite. Et si vous êtes à jour, bah, vous aurez moins de mal à vous lancer sur les prochains tomes. D'ailleurs, je rappelle du coup que ton livre est en campagne Ulule. Donc n'hésitez pas, si du coup Rémi vous a convaincu, vraiment allez sur la campagne Ulule et c'est le moment. Hein. Il faut pas prendre de retard comme il a dit. Hein. Est-ce que tu as quelques mots à dire à tes fans et éventuellement même ta maison d'édition? Bah franchement, au niveau de la maison d'édition, déjà, je les remercie énormément. Je remercie beaucoup Cool Books pour cette chance que j'ai aujourd'hui. J'espère que ça continuera ainsi, justement, travailler avec la maison d'édition, parce que c'est des gens qui sont très humains. Ce sont des gens qui font très attention à l'œuvre artistique, qui prennent le temps, en fait, parfois, vraiment d'écouter la personne, même si des fois je peux être très têtu en termes artistiques, mais ils sont très très attentionnés. Et par rapport aux fans, bah déjà je les remercie beaucoup parce que depuis le premier tome, j'ai eu beaucoup plus de retours positifs que négatifs, malgré mes lacunes en dessin et technique, surtout avec le style graphique. Et donc je les remercie énormément d'avoir apporté une grosse attention à l'univers avant toute chose et d'avoir vu le potentiel prometteur que pourrait avoir cette œuvre-là. Donc ouais, je remercie toutes les personnes qui m'accordent leur temps et qui accordent leur temps à Hazel Project. Merci beaucoup en tout cas. Bah, écoute, je pense qu'on arrive au bout de l'interview. Du coup, je tiens déjà à remercier ta maison d'édition Cool Books parce que ils nous ont permis d'être en relation et de pouvoir faire cette interview. Et aussi, je voulais également te remercier toi parce que du coup, sans toi, il n'y aurait pas cette émission exceptionnelle. Mon plaisir. Et puis pour ton temps, tu as accordé énormément de temps au chat, énormément de temps à moi-même. Et puis tu nous as énormément éclairé sur ton œuvre que moi-même je vais m'empresser d'aller acheter, je pense. Bah, franchement, c'est un réel plaisir. Je trouve que c'est hyper important aujourd'hui, surtout aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, il y a cette importance maintenant avec les réseaux, tout ça. Et les gens, ils ont besoin de connaître la personnalité qui est derrière soit une création, soit une œuvre ou autre. Et forcément, vu que je travaille beaucoup de mon côté, que j'ai pas beaucoup de temps pour aller en convention, que c'est pas trop mon dada non plus, j'essaie d'en faire de temps en temps, mais c'est très très rare. Donc j'essaie vraiment de jouer sur les réseaux et si je peux être vraiment là pour éclaircir les gens, pour leur apporter des questions, des réponses, parce que dans les deux cas, il faut autant des questions, autant des réponses. Franchement, ça me fait super plaisir parce que être être autant proche du public ou des personnes qui apportent vraiment cette curiosité à l'œuvre en plus et à ma personne, je pense qu'il faut réagir de cette manière-là et en fait renvoyer l'ascenseur d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut s'attendre à te voir dans une convention prochainement d'ailleurs, peut-être ? Alors prochainement non. Tout de suite dans l'immédiat, non, pas possible pour l'instant, j'ai encore beaucoup de boulot malheureusement. Je sais pas trop, déjà je pense, ouais, 2024, il y a moyen, c'est sûr. 2023, je peux pas du tout me prononcer. Parce que ça dépendra, parce que vu que j'ai toujours un peu de temps, par exemple, avant de commencer vraiment la scénarisation ou la mise en place du prochain tome à chaque fois, je prends vraiment le temps de travailler justement mes dessins, d'approfondir mon style, surtout les décors, l'ambiance, tout ça. Ce qui fait que très souvent, je préfère prioriser cet aspect-là. Parce qu'après, sinon, je vais être en mode, je suis sorti, mais j'ai pas fait ça, par exemple. Donc, si ça me permet vraiment d'apporter un plus encore plus gros pour le tome 3, je pense on verra plus dans les conventions d'ici 2024, mais en 2023, je suis pas trop sûr pour l'instant. D'accord. En tout cas, sache que pour ton tome 3, je te recevrai encore sur la chaîne quand tu veux. Ah ça c'est super plaisir. Hein. Voilà. Ouais, ça c'est super gentil, franchement. Et du coup, Mister nous annonce qu'on a dépassé les 61% sur la cagnotte.
Waouh, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Vraiment, hein, ça fait ultra chaud au cœur. C'est fou, c'est fou. Mais moi, au début, je me disais, bon, une campagne Ulule, c'est vrai que très souvent, les gens ont tendance à être un peu réticents de précommander via campagne Ulule, surtout quand ils connaissent pas. Mhm. Et c'est vrai que là, on a dépassé les 50% et en très très peu de temps. Et je me dis, mais waouh, en fait, il y a vraiment pas mal de gens qui attendent cette suite, en fait. Et c'est fou. Et encore merci en tout cas à toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui parce qu'on va continuer comme ça. C'est fou, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis, ben, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, à très bientôt, j'espère, pour Ouais, la bah, sortie du 2 et peut-être la prévision de la sortie du 3, bien sûr. ah ouais, mais ça serait super. Franchement, on pourrait voir l'évolution, on pourrait vraiment en discuter vraiment cette fois-ci de vraiment la grosse différence qu'il y aurait entre le deuxième tome et le troisième tome. Parce que là, ça va être un challenge quand même, parce que le deuxième tome, on arrive quand même à quelque chose d'assez bien, mais je pense que le troisième tome, il va envoyer. Euh, Donc on préfère vraiment cette grosse différence, ça serait super ouf. Et je pense, pour le troisième tome, je pense que je prévoirais des exclusivités, des pages en exclusivité si j'aurais avancé dessus pour ce petit rendez-vous. ah ben, avec plaisir. Voilà, ça sera la petite exclusivité du soir comme Ah ça. ben, Mais super. Au moins, j'annoncerai l'exclu. voilà, exactement. Ben, merci beaucoup à toi et puis à très bientôt, du coup. Et bon Ça courage pour marche. ton travail. Merci beaucoup. Bah, encore au plaisir. Passez une bonne soirée le chat et encore merci beaucoup. Encore merci beaucoup à vous d'avoir été là. Encore merci à vous, encore à toi, hein, Darkifus, d'avoir été là ce soir et de m'avoir proposé cette soirée-là parce que ça fait super plaisir vraiment une interview comme ça. C'est vraiment une première pour moi en plus, donc c'est une première. Bah, t'es ma première interview aussi, hein. Ah ben voilà, voilà. Du coup, Bah, c'est super et franchement ouais, j'ai passé une très très agréable soirée à vous parler de l'univers, tout ça. Demain je vais avoir mal aux joues à force de sourire donc c'est super, ça annonce que du bon. bon, bah, tant mieux. C'était un super moment pour nous aussi, en tout cas. Ah bah c'est super, merci beaucoup. Bon, Bah, allez, à très je vous bientôt. souhaite ouais, bah à très bientôt, passez une très bonne soirée, encore merci, passez une bonne fin de soirée et une bonne fin de semaine aussi à vous et Merci à toi je vous aussi. dis à très très vite et j'espère que quand ce tome 2 sortira, n'hésitez pas à refaire donner votre avis hein, vraiment sur tous les sites de Coolbooks ou quoi, etc. Ou même de ton côté hein, vraiment pour dire ce que vous en avez pensé ou autre. On Ce serait n'hésitera super. pas. On Ah c'est n'hésitera pas. cool. Bon, bah, Allez, merci. Ciao, ciao. encore merci. Ciao, à la prochaine. Ciao. Bon, les amis, hop là. Je tiens à vous remercier en tout cas pour tout le soutien lors de ce live. Vous avez été extraordinaire. Rémi Chénu a été extraordinaire aussi de son côté. On a eu plein d'exclus quand même. Il nous a beaucoup, beaucoup avancé sur son univers. En fait, déjà pour moi, c'était un peu un rêve d'interviewer un mangaka. Et du coup, je suis vraiment très heureux d'avoir pu l'interviewer et je suis très heureux surtout que vous vouliez apporter autant de soutien. Et puis, ben, je vous remercie pour tout. Ça a l'air trop stylé. Ouais, je suis d'accord, vraiment, l'œuvre a l'air vraiment top. Même moi, je vais m'empresser d'aller acheter mes tomes. Je vais voir un petit peu les contributions et je pense que je vais aussi me prendre directement les tomes. J'attendrai pour prendre le DLC de Cyberpunk. Ah bah merci pour Rémi Ozu au top. Vous êtes tous au top. Du coup, j'ai essayé de prendre le maximum de vos questions. J'espère que j'ai loupé personne. J'espère que vous avez eu toutes les réponses que vous vouliez lors de ce live. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que ça vous plairait qu'on continue ce genre de contenu moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas faire l'interview. Je sais pas si c'était bien pour vous aussi. Je pense que oui, parce que vous avez l'air assez emballé. Il y avait beaucoup d'amour dans le chat et ça, vraiment, hein, vous êtes extraordinaire, quoi. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Et du coup, n'hésitez pas à aller également le suivre sur Instagram et TikTok.
Et si vous voulez vraiment suivre son travail un peu plus en détail, il partage énormément sur Facebook. Vous tapez Rémi Chénu, vous tomberez sur lui et vous pourrez suivre plus en détail son travail en fait. Ouais, c'était cool, mais mon banquier va pas aimer. C'est bien, tu reprends mes termes. Le one shot de... Ouais, du coup, Alomix, même moi, je vais aller le lire sur son Insta. Du coup, on va le trouver sur Insta. Ah bah, merci beaucoup, Ozu. Merci pour lui. N'hésitez pas aussi à aller suivre Cool Books qui mettent en avant tous ces mangaka français. C'est super important parce qu'ils sont extraordinaires aussi. Parce que vous voyez, ben, comme il disait Rémi... Ils sont allés un peu le chercher au final en ayant vu quelques dessins et ils l'ont quand même soutenu même après des dessins du coup où il était un peu en découverte de son style et là il en est à son tome 2, il y aura un tome 3 à n'en pas douter parce que à mon avis la cagnotte Ulule va être très très vite complétée, il faut vraiment pas s'inquiéter de ce côté là. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à partager la campagne Ulule autour de vous. Si vous en avez l'occasion, à conseiller vos amis. Si Cool Book, normalement il y a des liens qui doivent tourner dans le chat depuis tout à l'heure. Je te mets l'écriture. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas, là, du coup, vous avez investi dans cette cagnotte Ulule pour certains. Vous recevrez les tomes en septembre-octobre. Pour Mister, j'ai vu que tu avais dit que tu aurais déménagé d'ici là. Ce que tu peux faire, en fait, c'est juste, tu fais, tu sais, un suivi de courrier. Un petit suivi de courrier. Au début, moi, c'est ce que je fais toujours quand je déménage. Après, peut-être au pire, contacter directement Coolbook. Tu peux peut-être contacter directement Coolbook en leur disant que tu vas déménager, que tu as participé à la campagne Ulule, mais... À mon avis, les connaissants, ils vont te répondre, ils vont te dire quoi. Ah bon bah nickel alors. Bon, en tout cas, j'ai passé une super soirée en votre compagnie. J'ai passé une super soirée en compagnie de Rémi. C'est vraiment extraordinaire ce qui arrive à la chaîne. Hein. Oui, ou sinon, point relais pour Mister. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe pour la chaîne. Ce soir, on est monté jusqu'à 18 personnes sur le live. C'est vraiment pas mal. Vraiment, je suis très content. Et du coup, merci beaucoup à tout le monde. Et ben, moi, je vous laisse là et je vous dis ben, à très très bientôt. N'oubliez pas, il n'y a pas de live ce week-end. C'est assez exceptionnel. On se revoit lundi. Je vous dis bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.